Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier cours d'histoire de l'Europe au XIXe siècle, dans ce cycle de 12 cours qui est consacré à cette initiation à l'Europe du XIXe siècle et à son histoire. Eh bien, ce premier cours va être consacré en fait à un tableau de l'Europe en 1815. Alors je vous rappelle que pour vous aider à suivre ce cours, il y a ce manuel que jadis j'avais publié en 2 volumes, c'était en 2003 et en 2004, et que Belin a eu la bonne idée de rééditer en un seul volume en 2018 sous un titre différent, Comprendre le 19e siècle de 1815 à 1914. Alors, ce volume comprend des exercices qui vous aident dans le cours dont vous avez ici le cours magistral, sachant que le manuel est plus ample que ne l'est le cours, puisque le cours est consacré en fait à l'Europe, alors que le livre, lui, nous propose une histoire mondiale, une histoire globale de cette Europe au XIXe siècle. Des chapitres sont consacrés ainsi aux Amériques, à l'Afrique ou bien encore à l'Asie. L'Europe représentant, puisque l'Europe c'est quand même le continent dominant du XIXe siècle, le plus gros morceau de ce manuel. Notre cours, lui, à Sorbonne Université, est consacré spécifiquement à l'Europe. Alors ce premier cours de l'Europe en 1815 va me permettre d'aborder les choses en 3 temps qui donneront lieu à 3 vidéos successives correspondant aux 3 parties en fait de ce cours. Et à la suite, je procéderai de même dans les 11 cours qui suivront. Lorsqu'il y aura bien 2 parties dans le cours, ce qui arrivera quelquefois, il y aura 2 vidéos. Et lorsqu'il y aura 3 parties, comme ce sera le cas le plus souvent, vous aurez 3 vidéos. Alors pourquoi 3 parties dans ce cours initial? Bien, tout d'abord pour vous montrer à quel point, dans la première partie, l'Europe domine le monde au XIXe siècle. Vous verrez que ça n'est pas du tout un euphémisme, qu'en fait, quand on regarde les choses de très près, il y a l'Europe et le reste du monde. Et ça n'est pas par hasard que sur les planisphères de l'époque, l'Europe figure en position centrale. Nous aborderons cette question dans la première partie. Dans un deuxième temps, je vous montrerai en quoi, malgré tout, en 1815, les choses ne sont pas si faciles, ne sont pas si roses. L'Europe sort des guerres napoléoniennes et cette Europe est à reconstruire. Napoléon a été vaincu, la France a été vaincue, et ça va être l'œuvre en fait du Congrès de Vienne en 1814-1815 de reconstruire cette Europe. Nous verrons sur quelle base. Et puis dans un troisième temps, une partie qui sera plus courte, nous verrons les garanties en fait qui sont prises pour que cette reconstruction soit durable, mais nous verrons également les limites de cette reconstruction. Il ne s'agit pas de nier ces limites. Alors voilà donc qui vous aidera à vous repérer. Vous pouvez faire un arrêt sur image de manière à noter en fait ce plan avec dans une colonne, vous le voyez, le plan détaillé, partie et sous-partie, et dans l'autre colonne, des chiffres, des dates, des noms qui servent autant de marqueurs, de repères pour vous aider en fait à suivre ce cours. Ce sont, je dirais, les éléments centraux que vous devez retrouver dans votre trace écrite et assimiler au terme de ce cours qui s'adresse prioritairement aux étudiants de licence 1, mais qui est bien évidemment ouvert à tout le monde puisqu'il est public. Il est sur cette chaîne YouTube. C'est l'un des rares bons côtés, je dirais, du confinement et de la catastrophe pandémique que nous sommes en train de vivre. Cela m'a incité à ouvrir cette chaîne à laquelle je n'avais pas pensé jusque-là, et donc à mettre en ligne, à rendre public, à publiciser donc mes cours que je fais depuis une quinzaine d'années, en fait, à Sorbonne Université, autour de cette histoire de l'Europe au XIXe siècle. Alors, premier temps, donc, une Europe qui domine le monde, mais une Europe qui est à reconstruire en 1815, avec 3 sous-parties. Je vous remontre peut-être une nouvelle fois ce plan. Une première sous-partie pour essayer de mesurer le poids de l'Europe dans le monde en 1815. Eh bien, à ce moment-là, en 1815, l'Europe représente 20%
de la population mondiale, avec à peu près 197 millions d'habitants, ce qui la situe en fait au deuxième rang des continents en termes de population, derrière l'Asie. Elle vient très loin, bien évidemment, derrière l'Asie qui, en 1815, comme elle l'est aujourd'hui en 2020, est le continent déjà le plus peuplé. Ce chiffre de 197 millions d'habitants, autant qu'on puisse le calculer, puisqu'il n'y a pas à l'époque de recensement de population détaillé comme ceux que nous avons aujourd'hui, il y a quelques pays comme la France ou la Prusse, qui font des recensements de population assez précis, mais ça n'est pas la norme européenne. Donc c'est une reconstitution, si vous voulez, qui a été opérée par les historiens. Ce chiffre, vous disais-je, de 197 millions d'habitants qui place l'Europe au deuxième rang de la planète, est un chiffre impressionnant quand on sait que l'Europe est un tout petit continent avec une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, dont 5 millions de kilomètres carrés qui correspondent à proprement parler à l'Europe, je dirais, hors Russie, et les 5 autres millions de kilomètres carrés qui correspondent à la partie russe de l'Europe, en deçà, à l'ouest, en fait du Caucase. Petit continent puisque en dehors de l'Océanie, il est le plus petit des continents. En revanche, et ça aussi c'est très impressionnant, eh bien ce continent dispose selon toute vraisemblance, autant que les historiens ont pu le reconstituer, de plus du quart de la richesse mondiale de l'époque, et elle réalise à elle seule, l'Europe, les 2/3 des exportations de la planète. Alors d'où est-ce que cette supériorité lui vient ? Eh bien, des époques antérieures. À l'époque moderne, l'Europe a accumulé sur les autres continents une grande avance technique, en particulier dans la navigation et dans l'armement, en s'inspirant d'ailleurs pour la navigation des inventions qui avaient pu faire le monde arabo-musulman, la civilisation arabo-musulmane au Xe, XIe siècle en particulier. Ils se sont appropriés en fait ces inventions et à partir de là, ils ont commencé à dominer la planète par le biais des grandes découvertes, parce que la curiosité, le goût de l'aventure des Européens les ont incités à partir justement à la découverte de ces autres continents. Les populations des pays visités ont le plus souvent accepté le contact et l'échange avec les Européens. Parfois cela a entraîné des guerres qui ont été des guerres de conquête coloniale. Et il en a rapidement résulté domination et parfois justement colonisation. Mais des réactions d'hostilité ont également commencé à se manifester. En 1776, les colonies britanniques d'Amérique du Nord se sont ainsi déclarées indépendantes. Et elles ont obtenu gain de cause et ont formé les États-Unis d'Amérique, qui ont obtenu leur indépendance et qui se sont constitués en tant qu'État et ont été reconnus en tant qu'État en 1783. Par la suite, les peuples désireux de se libérer ont bénéficié, il faut le dire, d'un certain repli de l'Europe sur elle-même, occasionné par le déclenchement de la guerre continue qu'a connu le continent européen contre la France à partir de 1792. Et ce cycle de guerre révolutionnaire, puis sous le consulat et l'Empire, ont profité en fait au continent extra-européen pour essayer d'obtenir une forme, en particulier les Amériques, on va y revenir, d'émancipation sur le continent européen. Et au total, la position en fait de l'Europe dans le monde est beaucoup moins forte en 1815 qu'elle ne l'était à la fin et au milieu et à la fin du XVIIIe siècle. Alors, deuxième temps de cette première partie, je vous remontre le plan, eh bien, la fin de l'Empire napoléonien. Alors vous savez que Napoléon réalise un coup d'État, Napoléon Bonaparte, en 1799, qui va lui permettre de fonder un régime qui s'appelle le Consulat. Et puis en 1804, nous passons à l'Empire, et cet empire va
progressivement s'étendre, la France révolutionnaire avait commencé d'ailleurs à le faire. À son apogée, qu'on peut situer quelque part entre 1809 et 1811, mais plus probablement en 1811, cet empire napoléonien comprend 130 départements, va de Hambourg au nord jusqu'à Barcelone et Rome au sud, et couvre la moitié de l'Europe. Alors le phénomène est d'autant plus impressionnant que Napoléon a placé sur un certain nombre de trônes européens ses frères, ses beaux-frères, ses parents. On pensera par exemple à l'Espagne où il a placé son frère aîné sur le trône, Joseph, mais il a également des alliés dans d'autres pays et les trois quarts du continent européen en fait sont sous domination directe ou indirecte de l'Empire français. Cependant, à partir de 1812, les défaites ont commencé à s'enchaîner pour lui à partir de la funeste campagne de Russie. Et après la prise de Paris par les Alliés en 1814, Napoléon s'est résolu à abdiquer le 6 avril de cette année 1814, à la suite de quoi il a été exilé à l'île d'Elbe, située non loin en fait de sa Corse natale. La restauration des Bourbons, en la personne de Louis XVIII, frère du dernier roi de France, Louis XVI, ne s'est pas, il faut le dire, réalisée dans de bonnes conditions. En dépit des engagements du nouveau roi, la prétention des nobles et du clergé, qui avaient énormément souffert de la Révolution et dont beaucoup de membres étaient partis en émigration, se caractérise par une volonté de recouvrer en fait tout ce qu'ils ont perdu, leurs biens, leurs privilèges d'anciens régimes. Et ces prétentions vont déplaire, il faut le dire, à la majorité des Français. Les Français étaient heureux de retrouver, pour une grande partie d'entre eux, la paix, mais ils ont été mécontents de ce retour des Bourbons et de leurs alliés nobles et clergés dans ces conditions-là. Mécontentement également des officiers mis très souvent à la retraite, puisque on passe d'une période de guerre où l'armée était en position de majesté à brutalement une période de paix. On n'a pas besoin de tant d'officiers et de tant de soldats avec ce retour à la paix. Et il est prévu donc de leur verser une demi-solde à ces officiers. On les surnommera d'ailleurs les demi-soldes avec leur mise à la retraite, leur mise à l'écart. Et vous savez que ces conditions, avec quelques autres que je n'ai pas le temps de développer ici, dont vous n'avez pas besoin, bien évidemment, dans un cours large sur l'histoire de l'Europe au XIXe siècle de L1, c'est dans ces conditions, profitant du mécontentement de masse considérable de la population française, que Napoléon revient à partir de mars 1815. Il débarque à Golfe-Juan et c'est sa remontée triomphale vers Paris que l'on surnommera le vol de l'aigle, car dans une formule, il avait dit l'aigle revient volant de clocher en clocher jusqu'à la capitale. Mais les grandes puissances, les puissances alliées qui avaient entraîné la chute de l'Empire napoléonien, à savoir l'Angleterre, à savoir la Russie, la Prusse et l'Empire d'Autriche, n'acceptent pas ce retour et vont reformer une coalition qui va entraîner, lors de la campagne de Belgique du printemps 1815, l'échec final de Napoléon, qu'il vous faut retenir par une bataille, la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Cette tentative de retour de Napoléon, que l'on appelle la tentative des 100 jours, s'achève par une nouvelle abdication et une seconde occupation de la capitale par les Alliés, ainsi que par un retour de Louis XVIII dans les fourgons de l'étranger, donc dans de mauvaises conditions. Alors, cela m'amène à la troisième sous-partie de ce grand 1 que vous voyez ici, un monde à repenser. Il faut, avec le Congrès de Vienne, repenser ce monde. Pourquoi ? Parce que les guerres de la période révolutionnaire, consulaire et impériale ont été extrêmement meurtrières. Elles ont fait 1 million de morts. Alors,
tout ça est à recontextualiser. C'est énorme, bien évidemment, pour l'époque, et comparativement aux guerres du Moyen Âge, de l'époque moderne, dans l'Antiquité, il a pu y avoir des guerres extrêmement meurtrières également, des batailles meurtrières, mais c'est à relativiser également par rapport à ce que nous connaîtrons ensuite, et on pense ici aux deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale qui fera, vous le savez sans doute par vos cours de lycée, environ 9 millions de morts, et la Deuxième Guerre mondiale, environ 40 millions de victimes. Donc là, il y a 1 million de morts, c'est beaucoup, et ça choque profondément les contemporains. Ces guerres ont et la domination napoléonienne gravement affecté également l'économie continentale, puisque Napoléon a cherché à unifier son empire et à le doter d'une organisation plutôt favorable, il faut le dire, à la France, centrée sur la France, centrée sur Paris, qui est la capitale impériale, et a doté en fait cet empire d'une organisation administrative et sociale qui est celle qu'il avait déjà donnée aux Français. L'usage de la langue française, par exemple, s'est imposé dans la haute administration et dans l'armée, et le Code civil, promulgué en France en mars 1804, a été imposé dans les départements étrangers à la France, mais qui font partie de l'Empire français, et à un certain nombre de territoires alliés à cet empire. Le code civil, le code napoléonien, comme on l'appelle alors, est fondamental et manifeste en termes de droit une forme de révolution en termes de droit civil, puisqu'il établit l'égalité formelle devant la loi, la liberté individuelle, l'autorité du père de famille, la sacralisation de la propriété. Donc une révolution, je dirais, judiciaire et de l'organisation sociale par rapport à la période antérieure. Par ailleurs, le servage et la féodalité, c'est l'un des aspects positifs de la domination française, ont été abolis dans les pays sous domination directe ou indirecte. Je pense à la plus grande partie de l'Allemagne ou bien encore à l'Italie. Enfin, de vieux États d'Allemagne ont réformé leur administration sous l'influence française. Alors les vainqueurs de Napoléon en 1814-1815 comptent sur le rétablissement de la paix pour ramener la prospérité. Par contre, ils entendent supprimer l'ordre politique, l'ordre social que je viens de vous décrire, car il est issu, bien sûr, du consulat de l'Empire, mais avant de la Révolution. Je vous le disais, il est proprement révolutionnaire. Il contrevient aux traditions conservatrices des anciens régimes. Et ils sont influencés, ces dirigeants que l'on va retrouver au congrès de Vienne de 1814-1815, par la pensée contre-révolutionnaire, c'est-à-dire opposée absolument à la pensée révolutionnaire, de deux penseurs très importants en particulier, il y en a d'autres, mais ils sont les deux penseurs centraux, à savoir le Savoyard Joseph de Maistre et le Français Louis de Bonald. Avec eux, Louis de Bonald et Joseph de Maistre, s'impose le principe de légitimité qui s'appuie à la fois sur la religion, qui est une religion catholique pour l'essentiel, et sur l'histoire. Les régimes traditionnels sont de droit divin et les remettre en cause eh bien, revient à s'opposer carrément à la volonté de Dieu. C'est donc sacrilège. On ne peut le faire. Voilà pour la religion. Et puis leur longévité, par ailleurs, atteste, puisqu'on met entre parenthèses, encore une fois, cette période de la révolution du consulat et de l'Empire qui ont bouleversé la carte de l'Europe, leur longévité sur le très long terme, beaucoup d'entre eux viennent carrément de la période médiévale et d'autres de l'époque moderne, que ces régimes sont les meilleurs puisqu'ils ont su s'adapter aux bouleversements historiques sans se renier et tout en continuant à faire preuve d'efficacité et en obtenant la plus large adhésion des gouvernés. C'est ce que disent Louis de Bonald et Joseph de Maistre. Voilà donc, après la religion, pour l'histoire. Et pour la contre-révolution, il faut donc restaurer l'ancien régime politique, religieux, social.
Parallèlement, des idées de coopération et d'équilibre européen avancent. Et le Congrès de Vienne, dont nous allons parler dans quelques minutes dans une deuxième partie, va s'efforcer de réaliser cet idéal de restauration.